le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. C'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. C'est pas une Game Boy en fait, la France. Cet État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain? Pourquoi cette question? La semaine politique Europe 1, Paris Match JDD, Pierre de Villeneuve. Semaine politique commentée ce soir par Jérôme Béglé. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Directeur des rédactions de Paris Match. Bonsoir Antonin André. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Journaliste politique au JDD. Bonsoir Jacques Serret. Bonsoir Pierre. Du service politique d'Europe 1. Commençons par le commencement avec cette séquence, je le disais, dans le Flash Place Vendôme avec Emmanuel Macron qui, après avoir mis l'IVG dans la Constitution, veut maintenant s'intéresser en tout cas au niveau européen. On écoute. La France est devenue aujourd'hui le seul pays au monde dont la Constitution protège explicitement le droit à l'interruption volontaire de grossesse en toutes circonstances. Et nous ne trouverons le repos que lorsque cette promesse sera tenue partout dans le monde. Nous mènerons ce combat sur notre continent, dans notre Europe, où les forces réactionnaires s'en prennent d'abord et toujours aux droits des femmes, avant de s'attaquer ensuite aux droits des minorités, de tous les opprimés, à toutes les libertés. Voilà pourquoi je souhaite l'inscription de cette liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Voilà ce que dit Emmanuel Macron alors que cette grande cérémonie a à nouveau rassemblé les ministres, les parlementaires, des artistes. Catherine Ringer qui a mis un vent d'ailleurs à Macron lorsqu'elle a fait sa représentation. Et tout cela évidemment prend place alors que lundi dernier, en congrès, à Versailles, on annonçait les résultats du vote de cette IVG dans la Constitution. On écoute Yaël Braun-Pivet. Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle. Nombre de votants, 902. Nombre de suffrages exprimés, 852. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. C'est très émouvant d'être la première femme présidente de l'Assemblée nationale, mais première femme à présider un congrès sur ce sujet-là, sur cette liberté pour pouvoir la constitutionnaliser. Donc il y a une émotion très forte parce qu'on sait à quel point c'est important pour toutes les femmes de notre pays, pour nos jeunes filles. Moi j'avais mes filles dans l'hémicycle dont l'une ne pouvait pas s'empêcher de verser des larmes parce on sentait que effectivement c'est intime pour chacune d'entre nous et je sais que c'est intime aussi pour chacun d'entre nous. Et vous savez, c'est très rare de consacrer une nouvelle liberté. Créer un droit nouveau et le consacrer au sein de la Constitution, c'est un événement exceptionnel et cette émotion, elle était palpable dans l'hémicycle et ailleurs dans la société. Quel chapitre quand même cette inscription de l'IVG dans la Constitution, Jacques Serret? Ça restera un fait marquant de ce second quinquennat Macron, une constitutionnalisation, c'est assez rare, la dernière remontée à 2008. Ce qui est surprenant, en revanche, c'est que cette mesure, si on peut l'appeler comme ça, n'était pas annoncée, n'était même pas promise. Ce n'était ni dans le programme de 2017, ni dans le programme de 2022. Et lorsqu'on entend Yaël Braun-Pivet, on peut aussi s'étonner de ce revirement, de cette évolution sur la question. Pour rappel, la présidente de l'Assemblée nationale expliquait que ce n'était pas nécessaire. C'était en 2018. Elle n'était pas la seule. Elle n'était pas la seule. C'était l'avis partagé par bon nombre de ministres et de personnalités de la majorité présidentielle. Et il y a eu cette évolution, cette prise de conscience ou pas, cette volonté de surfer sur une vague. Le vrai point de départ, au final, ça reste les États-Unis. Et en termes de résumé, c'est une mesure en réponse, une conséquence d'une situation qui s'est passée aux États-Unis. Voilà. Jérôme Béglé. On aurait demandé il y a 3 mois aux leaders de la majorité la chance qu'il y avait que cette constitutionnalisation ait lieu. Ils auraient dit c'est pas le sujet. Et puis même si on se lance là-dedans, il y a de fortes chances que le Sénat, M. Larcher, M. Retailleau et leurs amis bloquent.
Donc on va pas se lancer là-dedans. Il se trouve que c'est une Monsieur Larcher d'ailleurs a voté contre, il me semble, dans les Bien sûr, mais ils ont été tous les deux mis en minorité au sein du Sénat, et donc ça a donné ce qu'on a. Ouais. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas obtenu les voix qu'ils espéraient obtenir. C'est une divine surprise pour la majorité. Une divine surprise qui tombe bien. C'est pour ça qu'ils en ont fait un peu des caisses avec discours d'ailleurs très très intéressant, très homme d'État du Premier ministre, avec cérémonie du sceau aujourd'hui posée sur la Constitution dans le bureau du garde des Sceaux avec le chef de l'État, et de nouveau un discours. C'est la bonne nouvelle que personne n'attendait. Je ne sais pas ce qu'elle va apporter en termes de popularité, en termes de regain d'intérêt de la France et des Français pour la majorité. Toujours est-il que pour Emmanuel Macron et ses amis, tout ce qui est à prendre est bon à prendre. Et franchement, c'est le fruit mûr. Pour faire un contre-feu. Tout ce qui est bon à prendre pour faire un contre-feu. C'est pas tellement pour faire un contre-feu, parce qu'on leur a quasiment apporté ça sur un plateau. C'est pas tellement eux qui ont lancé le sujet. C'est parti effectivement un peu de la France insoumise, puis ça a été relayé par la gauche, puis tout le monde s'y est mis. Franchement, il y a eu un effet d'aubaine. Il y a eu une conjonction de planètes alignées dans le bon sens qui ont permis en un temps record au chef de l'État d'engranger ce succès. Mais franchement, j'allais dire, si je voulais être méchant, que ce succès ne lui doit pas grand-chose à lui. Jérôme, parce qu'on n'a pas l'habitude quand vous l'êtes pas. Ce succès ne lui doit pas grand-chose à lui, mais il tombe extrêmement bien, et tout s'est vraiment bien embringué, alors que jusqu'ici, on ne peut pas dire que la majorité réélue avait eu des planètes alignées dans le bon sens. Donc, vrai succès, dont je ne mesure pas l'intensité, et qui ne doit pas grand-chose, et les conséquences, et qui ne doit pas grand-chose à ses auteurs, ou en tout cas à ceux qui vont en tirer les marrons du feu. Antonin André, pour le JDD. Moi, je prendrais un tout petit peu de recul, et je dirais que je vois dans cette cérémonie et dans l'adoption de l'IVG, de la constitutionnalisation de l'IVG, un signal, je trouve, très positif, très encourageant, très optimiste. Parce qu'au-delà du symbole politique dont Emmanuel Macron peut ou non espérer un crédit personnel, on est quand même dans des temps où l'obscurantisme, la régression des droits, le mouvement réactionnaire qui veut imposer le retour de la morale, l'espèce d'angoisse liée aux faits religieux qui se concurrencent les unes les autres en essayant de se dominer les unes les autres, en expliquant que l'une veut l'élimination de l'autre. Et cette intrusion finalement de la morale et de la réaction dans le débat public, je trouve, est assez nauséabond et pourrit un peu finalement le monde politique depuis plusieurs années. Et je trouve que dans cette mesure, certes symbolique, il y a une espèce d'élan de progressisme et de rappel de ce que nous sommes aussi, c'est-à-dire un pays progressiste, un pays tolérant, un pays qui consacre des droits nouveaux pour que les femmes soient effectivement à l'avenir définitivement protégées, quel que soit le pouvoir qui sera en place, ce que je trouve être une valeur tout à fait singulière et en tout cas, pour moi, très importante. Et je trouve que ça rappelle aussi ce qui doit cimenter la société, davantage que des affrontements religieux ou bien le retour de la morale et de la réaction qui plombe un peu l'ambiance de ce pays. Vous parlez de la religion, écoutons justement la réaction, parce qu'il y en a eu plein des réactions d'ailleurs, évidemment, je vais dire à 98% évidemment pour cette constitutionnalisation de l'IVG. Écoutez ce que dit monseigneur Mathieu Rouget, qui est évidemment, on le sait, évêque de Nanterre. Il évoque la position du Vatican, il la rappelle en tout cas. Avec tous les évêques de France, nous avons appris cette inscription dans la Constitution avec beaucoup de tristesse, pour tout dire. Le pape François lui-même a eu des paroles très fortes sur le caractère fondateur du respect de la vie dans toutes nos sociétés. Alors aujourd'hui, ce vote a eu lieu, et la question qui reste très très sensible, c'est l'avenir de la clause de conscience des médecins et des soignants. Cette clause de conscience, aujourd'hui, il y a des parlementaires qui appellent à sa remise en cause, des juristes qui disent qu'elle est en quelque sorte actée par la constitutionnalisation. Et donc là, il y a un vrai sujet d'inquiétude. Et donc, nous serons très vigilants, mais dans les médias, nous sommes surtout un peu tristes. Voilà, tristesse de monseigneur Rouget. Comment Antonin, je vous redonne la parole. Justement, ça, c'est... Je suis navré pour monseigneur Rouget, mais il se trouve qu'on est dans un pays laïque et que la République fait la loi. C'est un pays laïque avec des racines chrétiennes. Oui, mais bon, c'est la République. Il se trouve qu'on est en démocratie laïque parlementaire et que la religion n'a rien à y voir et n'a pas à se mêler de la loi de la République. Donc, je suis désolé pour monseigneur Rouget, qu'à titre personnel, il trouve ça extrêmement triste. Mais il se trouve que ça n'est pas de son ressort. Et donc, quand on dit protéger la vie, rappelons que protéger la vie, c'est aussi protéger la vie de femmes qui, à certaines époques, étaient mutilées, étaient parfois
même mouraient en couche, ou bien ne pouvaient plus redonner la vie une fois qu'on les avait charcutés. Donc si vous voulez, moi les avis religieux sur le sujet m'intéressent assez peu, c'est pas le domaine. Chacun son domaine, et puis les vaches seront bien gardées. Les vaches seront bien gardées, Jérôme Béglé. Moi, je ne dénie pas aux représentants des religions, quelles qu'elles soient, de donner leur avis sur la fin de vie, sur l'interruption volontaire de grossesse, sur d'autres questions. Après, effectivement, on a le droit, et sans doute faut-il trancher sans eux. Maintenant, on ne pouvait pas s'attendre à ce que Monseigneur Rouget danse sur la table de bonheur. Il fait son job. Il fait absolument son job, et je ne suis pas sûr que l'Église catholique doivent être progressiste. C'est pas son job. Qu'elle soit le cénacle, le temple du conservatisme, me semble être un peu sa place naturelle. Bon, comme les autres religions d'ailleurs. Comme les autres religions d'ailleurs. En l'occurrence, ça c'est le représentant du clergé catholique qui parle, mais les autres religions n'ont pas des avis très différents là-dessus. Enfin, sur cette espèce de possibilité morale qu'auraient certains médecins de ne pas pratiquer l'IVG, il me semble qu'il a été rappelé autant par des juristes que par des membres du gouvernement qu'il était maintenu, conforté, j'en sais rien, en tout cas pas du tout remis en cause par cette constitutionnalisation. Jacques Serret. Pour rebondir un peu sur les propos d'Antonin, certes, par rapport à ce droit, c'est un droit qui n'est pas menacé, et cette constitutionnalisation relève davantage aujourd'hui du symbole. Par rapport au prisme et au point de vue de Monseigneur Rouget, si on se met dans sa position de religieux, de force morale, entre guillemets, il peut, oui, avoir des raisons de son point de vue de s'inquiéter, dans le sens où, dès le lendemain, dès mardi matin, quelques heures à peine après cette constitutionnalisation, les Insoumis, la France Insoumise, demandaient la fin de la double clause de conscience. Dès le lendemain, les Insoumis, qu'il faut-il le rappeler, sont à la base, à l'origine de cette constitutionnalisation. Donc à la base, il y a... En 2018, la majorité dit non, hors de question, c'est les Insoumis, on n'y touche pas. 6 ans plus tard, il y a cette constitutionnalisation qui nous dit que dans le même laps de temps, dans quelques années, finalement, des Yael Braun-Pivet et autres ne se rangent pas, finalement, de l'avis des Insoumis. Oui, la clause de conscience, finalement, bon, pourquoi pas l'enlever. Donc c'était ça en filigrane que vous aviez repéré. C'est un peu ça qu'on peut décrypter dans cette Soyez rassurés, ça n'arrivera pas, Jacques. Pourquoi ? On n'en sait rien, parce que les filles n'arriveront pas au pouvoir et que personne ne va supprimer la clause de conscience des médecins. On peut jouer toujours à se faire peur. C'est pas une question de sexe. Moi, je pense que là, on anticipe sur une peur future qu'il faudrait avoir. Je trouve que le signal envoyé aux sociétés du monde entier est renvoyé aussi à une forme de grignotage de nos vies par un retour de la morale est plus important que l'angoisse que peut avoir Monseigneur Rouget sur la clause de conscience qui est, rappelons-le, préservée. Après, passé Monseigneur Rouget, je pense qu'il y a eu d'autres réactions dans le monde. En règle générale, je parle des religions en général, si vous voulez. Je me félicite que la religion ne régisse pas nos vies, parce que sinon ce serait quand même catastrophique. Mais Antonin, c'est pas tant la question que les Insoumis arrivent au pouvoir ou pas. La question, c'est des gens centristes, entre guillemets, comme Yael Braun-Pivet ou d'autres dans la majorité, changent d'avis dans 5-10 ans, puisque finalement, ils n'ont pas tant de conviction que ça. Mais ça, c'est de la spéculation. Non, c'est de la fiction. Non, c'est pas de la fiction, c'est un constat que... non, là, vous dites ils vont changer d'avis. Je vois pas ce qui vous permet de dire ça. C'est une hypothèse. Il émet une hypothèse. Ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis sur la constitutionnalisation de l'IVG. Pourquoi ils ne changeraient pas plus tard ? Il y a une chose qui m'étonne, Antonin, vous parlez de retour à la morale. Moi, je ne vois pas depuis 10 ans un retour à la morale. Parce qu'il vous faut. Où ? Partout. Donnez-moi des exemples. Le besoin de retour à la morale, le rappel sans cesse du retour de l'uniforme, le besoin de se référer à des références qui soient chrétiennes parce que ça fait partie de l'histoire de France, cette espèce de rappel permanent, de course permanente. Montrez-moi dans le comportement des uns et des autres où il y a un retour à la morale. C'est un débat, en tout cas très actuel, sur lequel une partie de la classe politique veut imposer son prisme. C'est différent. Qu'il y ait un débat, pourquoi pas, mais j'estime qu'il a toujours eu lieu.
Autrefois, c'était Il des est plus conflits de prégnant génération. aujourd'hui, je dirais. Mais aujourd'hui, je ne vois pas dans l'évolution de la société, dans le comportement des uns et des autres, de 7 à 77 ans, qu'il y ait un retour à la morale. Eh bien, vous me rassurez. Les incivilités quotidiennes, le trafic de drogue qui se répand, la fin de l'autorité ou des positions d'autorité que certains pouvaient exercer sur d'autres, ça c'est plutôt une dégradation de la morale qu'un retour à la morale. Là, vous prenez des exemples qui sont... qui sont les exemples on pourrait vous dire que dans les années 70, dans les années 70 ou dans les années 60, la criminalité était bien plus meurtrière en France, il y avait beaucoup plus de crimes, et la criminalité s'exprimait de façon beaucoup plus facilement dans la rue, et aujourd'hui, on a des taux de criminalité qui sont bien inférieurs à ce qu'on a connu dans les époques récentes. Donc là encore, il y a une question de prisme et de façon dont on interprète les chiffres. Non, mais vous les me dites qu'il y a plus d'incivilité. Bon, il y a plus d'incivilité, il y a moins de gens qui se font poignarder dans la rue. Bon, moi, je dis pas que c'est formidable les incivilités. Je dis simplement que l'idée qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus détérioré, dégradé, où on peut plus sortir de chez soi sans avoir quelqu'un qui va vous poignarder. Moi, je vis pas dans ce monde-là, mais c'est pas exactement ce que j'ai dit. Certains ont ressenti, ça n'est pas mon cas. C'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai simplement pointé du doigt que le retour à la morale, j'ai beau mettre des lunettes à quadruple foyer, j'ai du mal à le voir. En tout cas, la question de l'uniforme, c'est contestable, parce que justement, dans un pays comme l'Angleterre, on met l'uniforme depuis des années à tous les élèves de l'école publique, et c'est une façon aussi de pas, tiens, regarde, moi j'ai un t-shirt qui est mieux que le tien, tiens, je regarde, il y a une sorte d'égalité, on met tous au même stade. Mais moi, j'adore l'Angleterre, et je trouve qu'ils ont raison de faire comme ils ont envie de faire. On peut faire différemment d'eux. On peut faire différemment d'eux, sans que je pense que vous pouvez mettre la morale sur plusieurs sujets, mais pas sur les l'uniforme. raisons pour lesquelles une partie de la classe politique motive ce retour-là sont plutôt des valeurs morales plus que des valeurs matérielles. Bon. Fin du débat là-dessus, 18h18, parce que sinon on y est jusqu'à Noël, et 2025. Et puis nous, on revient dans un instant avec d'autres sujets, avec justement les groupes de niveau dans l'éducation nationale. Ça nous fera réfléchir. À tout de suite sur Europe 1. La semaine politique. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.